Et d'ailleurs, et donc ça veut dire quoi ce que je vous raconte? Ben, ça veut dire qu'en fait le rite de perfection, il n'a pas du tout disparu en France. Il a continué à être pratiqué comme il était pratiqué au moment où Morin y était et avant Morin, c'est-à-dire avec beaucoup de souplesse, sans organisation centrale. Mais par exemple, quand les Philalèthes nous disent en 1785 qu'en France, il y a, grosso modo, les hauts grades aboutissent à 2 grades terminaux qui sont soit le Rose-Croix, soit le Cadoche, ce qu'on peut dire, c'est que les ateliers de haut grade qui, en France, pratiquaient les hauts grades et faisaient du Cadoche, leur grade terminal, bien, ils pratiquaient finalement ce que Morin avait trouvé en 1761. Et donc, ça veut dire qu'en 1785, il y avait, à la veille de la Révolution presque, il y avait toute une série d'ateliers qui pratiquaient un système, une série de hauts grades, cet ordre d'éthique connu, dont la clé était le Cadoche, quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que Morin a emporté. Alors, je fais une incise, mais c'est vrai qu'un des objectifs que devrait avoir la recherche maçonnique française sur les hauts grades, c'est de faire une sorte de cartographie de la pratique des hauts grades en France entre les années 1760 et la veille de la Révolution. Parce que finalement, on a beaucoup d'éléments. Dès qu'on va dans les monographies locales, dans les archives locales, eh bien, on s'aperçoit des grades qui sont pratiqués, ils sont listés. Alors, on a vu pour Metz, on a vu pour Lyon. Moi, je me suis intéressé à Carcassonne, où il y avait une série de grades. Alors, eux, leur grade terminal, c'était le commandeur du temple. Mais ils avaient un grand écossais, un chevalier d'Orient, etc., etc. Et donc, finalement, eh bien, non pas le rite de perfection, mais cette maçonnerie de perfection, c'est-à-dire ses usages, ses coutumes, ses traditions, de façon très souple, elles ont continué à être pratiquées en France. Et donc cette cartographie de la pratique des hauts grades en France entre 1770 et 1790, ça serait très utile non seulement pour l'histoire du rite écossais ainsi accepté, mais aussi pour l'histoire des autres rites, et notamment du rite français, de voir comment est-ce qu'on est passé d'une série de grades, de plusieurs grades, à la codification en 4 grades. Et ça s'est d'ailleurs fait douloureusement, puisque au début du XIXe siècle, les gens du grand chapitre se plaignent qu'il y a encore beaucoup de chapitres qui pratiquent des grades qui ne sont pas dans le régulateur des chevaliers maçons. C'est-à-dire qu'en fait, des chapitres qui étaient soi-disant devenus des chapitres français, mais qui étaient surtout des chapitres Rose-Croix, continuent à pratiquer qui le maître parfait, qui un autre écossais, etc. Donc tout ça, c'est pour vous dire que ce discours habituel de dire que Morin arrive à Paris, emmène à Saint-Domingue quelque chose qui disparaît ensuite à Paris et que donc Saint-Domingue est un conservatoire, c'est une vision fausse. Et donc l'enjeu maintenant, c'est de voir exactement... C'est une vision fausse parce que Morin n'a pas emmené un rite au sens où nous l'entendons nous aujourd'hui, mais des pouvoirs pour pratiquer une série d'usages maçonniques.